Gabrielle Siriwari, bonjour et bienvenue. Bonjour, après merci. cet accueil délicat de Nicolas. Vous êtes aussi maire adjointe dans le 18e arrondissement de Paris. Hier, une enseignante a été poignardée et tuée par un élève à Saint-Jean-de-Luz. Comment protéger les enseignants contre tous les types de violences ? Ben, je crois qu'aujourd'hui, comme ça a été beaucoup le cas hier, moi je vais me joindre surtout aux manifestations de solidarité envers toute la communauté éducative, enseignants, chefs d'établissement aussi, les élèves bien sûr, parce que c'est évidemment traumatisant. Et on cherche des solutions. Oui, alors on cherche des solutions, mais c'est important aujourd'hui de rappeler qu'il y aura la minute de silence dans tous les établissements, et puis il y aura ensuite le temps de l'enquête, puisqu'à 15h, donc le procureur fait un point judiciaire, d'après mes informations. Et oui, évidemment, les enseignants exercent un métier qui est essentiel pour l'avenir de notre pays, et c'est absolument dramatique de constater qu'ils peuvent être victimes d'agressions mortelles. On repense évidemment ce matin à Samuel Paty, qui est dans tous les esprits. L'ultraviolence a conquis toute notre société jusqu'à l'école. C'est Marine Le Pen qui a dit cela. Que répondez-vous ? Mais je crois qu'aujourd'hui, l'extrême droite, comme c'est souvent le cas, essaye immédiatement d'exploiter des affaires dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants pour tout simplement mettre sur la table leur vieille lune. Donc on a évidemment cette déclaration-là. On a eu des déclarations aussi sur les questions de l'immigration. On a eu CNews hier qui tournait en boucle sur et même d'autres chaînes d'information en continu. D'ailleurs, j'étais assez frappée sur est-ce que c'était une bonne enseignante ? Donc là, j'ai envie d'appeler tout le monde en fait à la raison, de manifester la solidarité envers les enseignants, le soutien, c'est absolument essentiel. Et puis d'attendre le temps de l'enquête. Et évidemment, il y aura le temps des solutions politiques par la suite. La droite aussi bondit sur l'actualité et propose des solutions. Éric Ciotti souhaite que l'on revoie la politique de sanctions pénales à l'encontre des mineurs. Punir plus fort, plus tôt. Mais encore une fois, je crois que la réaction épidermique immédiate à une situation, encore une fois, dont on ne connaît pas encore tout ce qui s'est passé. Je sais aussi qu'il y avait un suivi psychologique concernant cet élève. Je crois vraiment qu'il faut attendre de savoir ce qui s'est passé et ensuite, évidemment, essayer de réfléchir à la façon dont les enseignants peuvent exercer de manière plus sereine leur profession aujourd'hui. Ça passera aussi. Évidemment, là, on est tous très préoccupés par la question de la sécurité, mais de manière plus générale, ce métier doit être mieux reconnu. Ce métier est absolument essentiel et aujourd'hui, le métier n'est pas assez reconnu. C'est toutes les questions, évidemment, de reconnaissance même. C'est pour ça que j'insiste sur la prise de parole politique. Tout simplement, la reconnaissance dans les prises de parole du caractère essentiel de cette mission pour la formation des citoyens et ça passera aussi la reconnaissance de cette profession par les conditions de rémunération, par la question des retraites qu'on abordera plus tard, et puis évidemment la question des conditions d'exercice sereines. Avec des portiques de sécurité dans les écoles du 18e arrondissement, ça serait une possibilité pour détecter les armes, les couteaux, les marteaux. Il n'y a pas de portique de sécurité à l'heure actuelle. On a des alertes dans le 18e arrondissement sur de manière générale, pas seulement les écoles, mais les quartiers, les lieux qui peuvent être qui peuvent être frappés ou qui sont plus à risque. Et ce qui se passe, oui. Alors ce qui s'est passé récemment, c'est que quand on a des remontées d'informations et des signalements fréquents, il va y avoir par exemple des rondes de police municipale. Vous savez que la mairie a récemment mis en place ou plutôt renforcé la police municipale en doublant les effectifs à terme. Et donc, on s'appuie sur les signalements locaux pour organiser des rondes, des vigilances renforcées. Donc, ça va être ce genre de dispositif. L'actualité est très, très variée aujourd'hui. Un mot sur le geste de Total. 1,99€ maximum le litre de carburant jusqu'à la fin de l'année 2023. Est-ce suffisant pour justifier les super profits qui sont utilisés là dans cette ristourne ? Je crois qu'il faut pas non plus oublier qu'il y a 2 semaines, Total a annoncé des profits records. Oui, comme 19 milliards. Donc... Oui, une vingtaine de milliards d'euros, effectivement, comme un certain nombre d'autres entreprises françaises. Je pense aussi à BNP Paribas. Il faut se rappeler que l'an dernier, en fait, les versements de dividendes a augmenté de 33%, dans une période qui reste très difficile socialement pour la plupart des Français, en pleine réforme des retraites, qui pose effectivement des questions sociales assez profondes. On leur rend un peu d'argent, là. Non, mais c'est effectivement,
on peut se réjouir de ce geste-là qui n'est évidemment pas suffisant à régler la question des super profits, à régler la question du fait qu'aujourd'hui on a un partage de la valeur ajoutée. Et pardon, je sais que c'est un peu technique et j'ai perçu le petit pic dans la chronique, mais en fait c'est pas si technique que ça. Dans une entreprise qui produit, ensuite on partage la production entre les salariés, l'investissement et puis la rémunération des actionnaires. Et aujourd'hui, le partage de cette valeur ajoutée, il est de plus en plus déformé en faveur des actionnaires. C'est le cas depuis les années 80. Et donc la question qui doit être posée, c'est comment on répartit mieux en faveur des salariés, comment est-ce qu'on hausse les salaires, et évidemment c'est une manière aussi d'assurer des retraites dignes. Et donc cette question-là, elle n'est pas du tout réglée par celle de la ristourne. Depuis hier, il pleut un petit peu, mais on a enchaîné 32 jours sans pluie, sécheresse inédite en France. Les restrictions d'eau se profilent. Vous soutenez cette politique de restriction ? Je crois qu'aujourd'hui, alors le contexte général, c'est celui en fait d'une sécheresse prolongée, puisque en fait depuis août 2021, il n'y a pas eu un seul mois sans qu'on soit en déficit. On est en déficit. Voilà, exactement. Enfin, on était tous les mois en déficit, sauf 3 mois. Voilà, depuis août 2021, donc c'est une sécheresse qui est prolongée. Il faut évidemment trouver des solutions. Ça peut passer par des restrictions. Moi, ce sur quoi je voudrais alerter de manière plus générale, et dont on parle peut-être pas assez, c'est qu'on est entré dans la phase d'adaptation au changement climatique. C'est plus seulement la lutte contre le changement climatique qui reste absolument déterminante et nécessaire, mais c'est l'adaptation au changement climatique, parce que nous en subissons déjà les conséquences. Et donc effectivement, des mesures de restriction comme le fait dans cette période-là de ne pas remplir les piscines ou ce genre de choses, ça me paraît évidemment de bon sens. Mais ensuite, il faut se poser la question de comment on finance l'adaptation au changement climatique. Ça peut être la question de l'agriculture, par exemple, parce qu'évidemment, là, les agriculteurs vont être touchés, la production agricole de manière générale par ce type d'épisode, ou alors les épisodes de gel. On se souvient en 2022, des épisodes de gel complètement hors saison vont être de plus en plus fréquents. Et comment on finance ça ? Et aujourd'hui, dans les pays qui sont encore plus touchés que nous, ça passe par un financement toujours où l'État contribue, mais à la poche, notamment pour concevoir des assurances qui permettent de faire face à ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et je m'arrêterai là-dessus, mais il y a une minorité d'exploitations agricoles qui sont assurées contre ce type d'événement, et nous, on a la chance d'avoir un régime qui est protecteur, régime catastrophe naturelle, où on indemnise les agriculteurs, mais pas pour tous les types d'événements. Et donc ça a un coût, et donc je reviens au point qu'on évoquait avant, la justice fiscale, elle est absolument nécessaire, parce qu'on est confronté à des difficultés de financement croissantes, notamment pour l'adaptation au changement climatique. Justice aussi d'augmenter les médecins de ville qui réclament 50 €, l'assurance maladie leur en propose 30 maximum s'ils font des gardes supplémentaires. Sur la question de la médecine de ville, elle rejoint celle des urgences. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme les urgences sont surchargées et l'hôpital, ça c'est aussi une question majeure qui pose des questions de financement, mais sur l'hôpital public aujourd'hui, la situation, elle est dramatique. Donc les médecins doivent prendre le relais et faire des gardes. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement un report sur la médecine de ville, et c'est aussi ce contexte-là que mettent en avant les médecins, en expliquant qu'il leur faut aussi pouvoir avoir le temps nécessaire pour chaque patient et pour traiter correctement les différentes personnes qui se présentent. Mais j'insiste sur la question de l'hôpital, et en particulier pour tout ce qui va être soins psychologiques, etc., puisque là aussi, ou pédiatrie, c'est-à-dire tout ce qui va être en déficit ou mal traité à l'hôpital public, ça va se reporter sur la médecine de ville. Et la priorité aujourd'hui, c'est celle de l'hôpital public. On a des soignants qui sont en burn-out, 2/3 des soignants, on a oublié ce chiffre. Aujourd'hui, c'est 2/3 des soignants, c'est la PHP qui le dit, donc pour les hôpitaux qui en dépendent, qui sont en burn-out. Évidemment, qui sont sous-payés, avec des équipements qui sont parfois pas du tout à la hauteur, alors que par ailleurs, on a un hôpital privé qui se porte plutôt bien, et des conditions de rémunération des médecins à l'hôpital privé qui sont, et je veux reparler juste une seconde du 18e arrondissement, c'est ce sur quoi nous alertent les professionnels. Ils nous disent aujourd'hui, moi, à l'hôpital public, je n'ai plus les moyens de soigner correctement. Si je pars dans le privé, demain, je double mon salaire, et je vais voir ma famille. Alors, est-ce que c'est ce type de pays qu'on veut préparer à nos enfants, une médecine à 2 vitesses, où on a les gens qui peuvent se faire soigner, qui vont à l'hôpital privé, et puis le public qui est en grande difficulté, avec des soignants qui alertent depuis des années, et il va falloir absolument le prendre en compte. Les débats sur la réforme des retraites vont reprendre dans une semaine au Sénat. Quelle y sera la stratégie du PS ? Est-ce que le PS fera de l'obstruction par milliers d'amendements ? Alors, les amendements
devrait être pour toute la gauche au nombre d'environ 2000. Contre 20 000 à l'Assemblée. Contre 20 000, donc la stratégie n'est pas du tout la même. Et attention, c'est pas la stratégie du PS qui a changé, mais la stratégie de la gauche est différente. Là, il y a une coordination des présidents de groupes de gauche au Sénat. Et l'idée, c'est notamment de déposer un certain nombre de motions pour protester en fait contre les conditions d'examen du texte. Parce que je rappelle que ces conditions d'examen sont absolument scandaleuses, parce que c'est l'article 47.1 de la Constitution, temps limité, 15 jours au Sénat. Voilà, et qui limite à 50 jours en fait l'examen au Parlement. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Mise en œuvre par ordonnance. Donc en fait, la représentation nationale, qu'elle débatte ou pas, de toute façon, on mettra en œuvre ce qu'on a décidé. On lui demande d'être efficace. Elle a un temps limité, qu'elle s'organise. Donc, ce qui empêche en fait un examen correct en commission. Donc là, il y aura une motion de renvoi en commission qui sera déposée, puis il y aura une motion référendaire déposée notamment par les socialistes, qui demandera à ce que en fait le texte soit présenté aux Français, puisqu'on est sur une réforme absolument crucial pour l'avenir du pays. Ça arrivera en 2027 avec la présidentielle, la fameuse clause de revoyure. La gauche aura une réforme à proposer à ce moment-là. Oui, bien sûr. La gauche a déjà commencé à réfléchir. D'ailleurs, je mentionne, il y a une tribune qui a été publiée notamment par Nicolas Meyer-Rossignol il y a quelques jours, qui propose de mieux prendre en compte la pénibilité. C'est le gros c'est le cœur du sujet. Voilà, c'est le cœur du sujet aujourd'hui. La première chose qu'a fait Emmanuel Macron en arrivant au pouvoir, c'est supprimer certains facteurs de pénibilité qui permettaient à des travailleurs et travailleuses de partir plutôt à la retraite. Aujourd'hui, les vibrations mécaniques, le port de charges lourdes, l'exposition aux produits chimiques ont été supprimés donc de cette possibilité de prise en compte pour partir plus tôt. Alors le patronat nous dit oui, c'est difficile à mesurer, mais dans ce cas-là, on met en place ce qui permet de mesurer cette pénibilité et on permet à ces travailleurs de partir plus tôt parce qu'ils vivent moins longtemps, en bonne santé. Il faut absolument qu'ils puissent profiter de leur retraite. C'est une question de justice absolument basique. Et donc aujourd'hui, la question de la pénibilité, elle n'est pas traitée dans cette réforme et c'est notamment la raison pour laquelle on a 7 Français sur 10 qui s'y opposent. Est-ce que la NUPES peut survivre aux désaccords de fond et de forme qu'on a vus dans cette discussion? Aujourd'hui, la NUPES, c'est un accord, d'abord un accord électoral. Point barre. Il n'y a pas de programme commun. Ensuite, il y avait un programme au moment de l'élection. Ensuite, c'est une forme de coordination au sein du groupe. Mais effectivement, on a des méthodes d'action qui sont manifestement divergentes. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale a été pointé du doigt et dénoncé par les autres groupes de gauche, mais aussi par les syndicats. Et donc, je crois qu'à partir du moment où on a une mobilisation qui est historique aujourd'hui, c'était des millions de personnes qui sont dans la rue plusieurs fois par mois. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte et il faut faire en sorte d'aider au maximum le mouvement social qui est organisé par les syndicats et donc de débattre à l'Assemblée, de débattre au Parlement de ces sujets absolument cruciaux et surtout mettre les élus devant leurs responsabilités. La majorité des Français sont contre un départ de la retraite à 64 ans et donc aujourd'hui les parlementaires doivent voter et on doit connaître leur position sur ce sujet. Gabrielle Siriwari, merci, bonne journée. Merci.